On m'a dit de vous raconter un peu ce que les recommandations racontent sur l'hypertension et la fibrillation auriculaire. Il se trouve que je suis impliqué un peu au niveau européen, surtout au niveau européen, pour ces choses-là, donc dans les recommandations, dans les guidelines sur tout ce qui est technique. Puis je me suis dit, honnêtement, vous connaissez les recommandations mieux que moi parce que vous les avez lues, on vous a fait des résumés, etc., etc. Je me suis dit, moi, à votre place, quelles sont les questions que je me pose quand je dis hypertension artérielle et fibrillation auriculaire? Qu'est-ce que je me pose comme question sur le plan technique? Je n'en parle pas sur le plan clinique, vous êtes meilleur clinicien que moi. Vous voyez ici mes conflits... Mes liens d'intérêt, c'est plus élégant. Mes liens d'intérêt, donc je fais des samples qui sont sponsorisés, comme ce matin. Je suis consultant à beaucoup de compagnies. Et j'ai des brevets. Vous avez parlé de la rigidité artérielle. C'était le tout premier appareil qu'on avait fait avec feu M. Safar, etc. Donc voilà mes liens d'intérêt. Donc, hypertension, que disent les recommandations? Moi, je vais vous dire les trois questions que je pense être ça. La première question, c'est la fiabilité de la mesure qu'on réalise. Est-ce que vous mesurez la pression chez un patient qui a une arythmie? Et la première question, vous dites, c'est fiable, pas fiable? Non. Allez, je vais répéter une fois, deux fois. Surtout si vous le faites avec un appareil automatique. Moi, ma réflexion, c'était, ah, ça déconne, enlève-moi ça, prends ton stéthoscope et refais-le. Donc, est-ce que quand on mesure la pression chez quelqu'un qui a une arythmie, c'est fiable, oui ou non? Et puis deux, comment je dois la mesurer? Comment je dois la mesurer pour qu'on parle de la même chose? Si le patient passe chez vous, que vous trouvez la même chose que chez elle, etc., qu'on n'utilise pas des techniques différentes, que vous utilisez vos oreilles, qu'elle utilise l'appareil automatique, qu'il utilise la répétition, qu'il utilise une mesure. Comment je dois faire quand il s'agit d'un patient arythmique et quelle est la fiabilité donc, de ce diagnostic? Je vais commencer par la mesure de la pression. Ça, c'était les recommandations d'avant juin. Vous savez, au mois de juin 2023, là, il y a eu les nouvelles recommandations de l'ESH. Ça, c'était les recommandations qui étaient juste avant et qui dit quoi? Qui dit, en cas d'arythmie, il n'y a pas de méthode généralement acceptée pour mesurer la pression au niveau auscultatoire. La systolique semble être correcte, un peu surestimée, et la diastolique un peu sous-estimée, et c'est le propre à toutes les techniques. Faites attention, si vous mesurez la pression vous-même, à la vitesse de dégonflage. On dit en général 2 mm par seconde. Moi, je n'aime pas, parce qu'on ne dégonfle pas à la même rapidité quand on est bradycarde ou tachycarde. Et en fait, le but est d'être précis, je dirais, les 2 mm par battement cardiaque plutôt. La fiabilité des appareils est douteuse. Pourquoi? Parce que pour un appareil n'importe lequel, celui que vous avez à l'hôpital ou celui que vous avez à votre cabinet, etc., pour mesurer la pression, il lui faut un profil, on l'appelle smooth, lisse. Or, par définition, dans l'arythmie, ce profil n'est pas lisse. Il monte, il descend selon la force de la contraction et du débit, et donc on a des doutes sur la fiabilité de sa mesure. Et donc on disait, écoutez, répétez la mesure, gardez vos oreilles, faites la méthode auscultatoire et répétez la mesure au moins 3 fois. Et vous avez, on ne disait pas dans les recommandations une estimation de la pression artérielle. Jusqu'au jour où il y a eu quelqu'un qui s'appelle Georges Stergiou, qui est un grec, qui est un passionné de la technique, un peu comme moi, avec qui on travaille beaucoup d'ailleurs, et qui a dit, écoute, moi je vais faire une méta-analyse. Je vais prendre tous les appareils automatiques qui sont capables, qui ont été validés, qui ont été testés dans des populations de fibrillation auriculaire. Donc d'un côté, je faisais la machine et de l'autre côté, je faisais et mes oreilles et l'électrocardiogramme pour voir si ça correspond à ce que je vois. Et je veux faire une méta-analyse. Et vous avez la diapo en face de vous. Et c'est très intéressant. Même si je sors du champ, regardez à gauche, c'est la pression systolique. À droite, c'est la pression diastolique. Et regardez la précision en bas. Quand vous regardez ici, vous avez une précision de 1 mm
systolique et de 2 mm. Donc il y a une légère surestimation de la diastolique. Mais honnêtement, pour la systolique, c'est des appareils qui marchent pas mal. Quand vous avez ça, vous avez envie de dire, évitons la méthode auscultatoire parce qu'il y a plein de biais. Si je le fais par appareil automatique, déjà, sincèrement, je ne sais pas si les nouvelles générations, les internes, etc., les infirmières, savent mesurer la pression comme nous, on l'avait appris au TD. Maintenant, tout le monde utilise les appareils automatiques. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se faire remplacer par un appareil automatique? Surtout que je suis bien précis pour la pression artérielle systolique. Un peu moins sur la pression artérielle diastolique. La question, est-ce que c'est problématique? Pas tellement. Pas tellement, pourquoi? Parce que ce qui compte dans cette population, c'est plus la systolique que la diastolique. On sait que c'est des sujets âgés, que c'est la systolique, on sait que c'est la systolique qui est la plus méchante sur le plan pronostic, etc., etc. À partir de là, vous allez voir comment les recommandations ont changé. Je suis en train de vous raconter comment on a changé les recommandations et comment on a abouti à ça. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Qu'est-ce qu'on a appris avec cette méta-analyse? Qu'en fait, il y a une précision qui est tout à fait raisonnable pour la PAS, il y a une surestimation pour la PAD, que les études, que ce soit oscillométriques ou auscultatoires, quand on essaye de faire les corrélations avec les atteintes organiques, la morbimortalité, les deux tiennent, que ce soit l'auscultatoire et l'oscillométrique, et que c'est la systolique qui est la plus importante et donc je suis fiable. Et il faut par contre utiliser des appareils qui ont été validés, pas n'importe lequel, validés dans cette population. C'est une validation spécifique, on en reparlera si vous voulez. Et pourquoi c'était très intéressant de focaliser là-dedans? On a dit, tiens, c'est une opportunité parce que où je mesure la pression chez un patient, quand il est chez moi au cabinet, si je lui conseille de faire de l'automesure, si je lui pose une MAPA, et vous avez les trois lignes, la mesure à domicile, les appareils MAPA et la mesure manuelle. Et ça serait bien que ça soit la même technique. Donc si moi, dans mon cabinet, j'utilise la méthode oscillométrique et je lui conseille des appareils validés à l'automesure avec des appareils validés, c'est la méthode oscillométrique. Si je pose la MAPA, c'est la méthode oscillométrique. Donc je suis en train d'uniformiser la méthodologie de la mesure de la pression. Vous allez me dire, mais Asmar, arrête tes conneries, c'est pas possible. Il y a quelques années, quand tu nous faisais les topos sur l'automesure, tu disais, il y a une seule contre-indication. C'est laquelle? L'arythmie. Là, tu es en train de nous dire, non, on peut utiliser l'appareil, etc. La réponse, oui, on peut utiliser l'appareil à condition qu'il soit validé et il donne des mesures fiables pour la systolique, mais pas pour la diastolique. Je vais enchaîner à la deuxième question, et qui est donc... Première question, je mesure la pression avec un appareil automatique, ça tient la route, c'est fiable? Oui, pour la systolique, et c'est la plus importante, c'est fiable. D'où le changement de recommandation. À la deuxième question, quand vous avez l'appareil qui clignote et qui dit arythmie, vous savez, le signal cœur, il vous dit que comme quoi le patient est arythmique. Moi, pendant très longtemps, je dis, il a bougé le bras, il prend une contraction pour une extrasystole, l'appareil déconne, ok. Il y a un logiciel, un algorithme. Il y a un algorithme derrière ça pour détecter ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Je suis en train de vous parler de la détection de la fibrillation auriculaire à travers le signal de la pression artérielle, pas à travers le signal ECG que vous allez voir avec mes collègues. D'accord? Est-ce que cet algorithme est fiable, oui ou non? La même chose, avec toujours les mêmes personnes, Georges Stergiou, il fait une méta-analyse. Il y a différents algorithmes pour détecter ça, essentiellement 2 ou 3. Par exemple, si vous regardez le nombre d'études, il y a le même algorithme qui est utilisé 5 fois dans ces études. Mais regardez la sensibilité et la spécificité de l'algorithme. Eh bien, il tient la route. Il tient la route. Et donc, il est fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si votre patient vous dit « l'appareil a clignoté et il m'a dit arythmie », ne le prenez pas pour une erreur technique. Non, c'est des appareils qui sont capables de dépister des battements irréguliers. Je ne veux pas l'appeler fibrillation auriculaire, etc. Je veux l'appeler une irrégularité dans le rythme. Oui, c'est fiable. Et à partir de là, vous connaissez les recommandations européennes qui ont été publiées par l'ESC, par l'ESH, par la société de rythmo, comment elle s'appelle, le DPH, j'ai oublié le nom. Tous vont dans le même sens. Il faut absolument faire le screening. C'est un sujet que vous allez voir
dans le détail avec le docteur Thierry ce matin d'une manière beaucoup plus précise. Utilisez l'électrocardiogramme, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser l'électrocardiogramme, ce qu'on a tous fait. Dès qu'on voyait quelqu'un, non, 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 moi j'y crois pas, viens, on va te faire un vrai électrocardiogramme de 12 dérivations. Maintenant, non, on peut utiliser une seule dérivation pendant 30 secondes et c'est recommandé et c'est reconnu. Il y a différents types de dépistage. Aussi, vous allez le voir avec Thierry là-dessus. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour faire ce dépistage? Cette diapo m'amuse beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire les topos, ou faire de la recherche, on regardait PubMed, on regardait le NIH, on regardait l'INSERM, on regardait ça. Regardez qui est en train de publier maintenant. Et quand vous dites que le digital va transformer la cardiologie, la voilà la transformation. La voilà la transformation. Apple vous sort une étude avec un demi-million de patients ou d'utilisateurs, mais il peut vous sortir ça avec 20 millions hein, s'il a envie. Parce que tout ce que vous faites, il est chez lui, dans les datas. C'est énorme, c'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance. Hawaii, je ne sais pas comment on le prononce. Regardez, il vous dit, ça dépiste, et ça dépiste bien. Et moi, quand je contrôle, je ne vous raconte pas que des bêtises avec mon téléphone et ma watch. Regardez la prévalence, 87% était checké. Et c'est confirmé au diagnostic d'une FA. Et c'est impressionnant. D'où, à partir de là, on dit, mais c'est une méthode extraordinaire de dépistage. Qui dit dépistage dit prévention. Et vous allez revoir ça et avec Benoît et avec Thierry d'une manière assez intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si je dois conclure. Vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Et les deux changements, pour moi, les plus importants, ce sont les deux choses où on disait, il y a 2 ans, en cas d'arythmie, n'utilisez pas les appareils automatiques, il n'y a pas un appareil qui est capable, même s'il a été validé, etc., etc. Petit à petit, on a changé d'avis et on accepte une petite marge d'erreur parce qu'on enlève en même temps les biais de l'observateur. Et les observateurs, les jeunes, croyez-moi, ne savent plus faire comme on a appris à faire dans les TD. Donc, la méthode automatique est acceptée, voire au contraire conseillée pour mesurer la pression, à condition que ce soit des appareils, je reviens là-dessus, validés dans l'arythmie. Que ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme une bêtise de l'appareil qui clignote les erreurs, on disait c'est quoi ça, c'est made in China, écoute, viens, je veux palper, je veux contrôler, je veux mettre mon stéthoscope, etc. En fait, ça s'est révélé que ces algorithmes ne sont pas si idiots que ça. Et que les intervenants dans les années à venir, c'est certainement les gens du digital qui vont pas faire la pluie et le beau temps, mais presque. Si on a le temps, je vous raconterai un peu où les gens sont dans la pensée, mais c'est impressionnant. C'est tellement beau que je prie Dieu, lui disant, prête-moi vie pour que je le voie. Parce que nous, notre génération a vu l'IRM et le scanner, mais maintenant, vous me parlez IRM, scanner, je dis, c'est quoi ça? C'est du has-been. J'ai envie de voir l'intelligence artificielle, etc. Et donc, on le verra. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous allez voir avec mes collègues, avec Benoît, des cas cliniques. Donc, il va vous concrétiser ce que je viens de raconter. Et puis, avec Thierry, je pense que tu vas beaucoup insister sur comment dépister, quel appareil utiliser, comment suivre, etc., etc. Donc, bonjour à tous. Une nouvelle fois, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler de ce sujet d'actualité. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a de la nouveauté. Alors, la fibrillation atriale, vous le savez, hein, c'est le trouble du rythme le plus répandu au niveau mondial. Vous voyez sur cette carte qu'il y a un gradient. Il y a un gradient sud-nord et est-ouest dont on ne connaît pas tout à fait tous les éléments déterminants. Est-ce qu'il y a des pays où notamment on dépiste plus et que ça explique les différences de prévalence? C'est un peu ce dont on va discuter là dans les minutes qui viennent. On a parlé de pandémie pour ce Covid-19, mais vous le savez, l'hypertension artérielle, c'est aussi la maladie chronique la plus répandue. En Europe, nous sommes un continent qui vieillit,
Qui dit vieillissement dit augmentation de la prévalence de la fibrillation atriale. Et donc, on a deux maladies dont la prévalence vont continuer à augmenter dans les prochaines années. C'est l'hypertension artérielle et la fibrillation atriale. Nos sociétés savantes se sont évidemment donc posées pour réfléchir à l'évolution de ces deux pandémies et comment faire le diagnostic de manière précoce. The sooner, the better. Évidemment, mais est-ce qu'on doit dépister la population mondiale? Ça paraît un enjeu un petit peu disproportionné et forcément, on va être amené à faire des choix, d'où l'idée de task force pour réfléchir aux populations qui doivent bénéficier, on va dire prioritairement, du dépistage de la fibrillation atriale associée à l'hypertension artérielle. Alors, si vous regardez ce monsieur qui plisse un petit peu les yeux, on se demande s'il n'a pas une petite chute de la commissure labiale. Et à côté, si vous regardez cette dame, on va se poser la question, qui est-ce qui a la probabilité la plus forte de faire de l'hypertension artérielle, de développer un jour de la fibrillation atriale? Et on va voir ensemble qu'on ne va pas réfléchir tout à fait de la même manière pour ces deux personnalités. Et donc, je vais vous proposer, et vous allez voir effectivement, et ça va faire l'objet de débats entre nous, il faut bien, face à la population mondiale, faire des choix et créer des recommandations, on va dire des guidelines, pour avoir un guide dans notre pratique de tous les jours. Et ce que nous proposent les experts, et c'est une publication d'Europace de 2022, là je vais beaucoup citer, c'est deux grands types de dépistage de la fibrillation atriale qu'on va définir ensemble. Le premier qu'on appelle le dépistage opportuniste, avec une cible particulière, et le deuxième qu'on appelle le dépistage systématique. Là encore, on s'appuie sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Et vous voyez d'emblée sur ce tableau, c'est très clair, vous voyez qu'on est sur un sujet mouvant, je ne dirais pas qu'on est sur les sables mouvants, mais vous voyez que le niveau de recommandation pour le dépistage opportuniste et le dépistage systématique n'est pas le même. Dans un cas, on est en classe 1B, et dans l'autre cas, le dépistage systématique, on est en classe 2, d'où l'objet de nos discussions. Alors pourquoi discuter? C'est toujours, en médecine, on se pose toujours la question de la balance bénéfice-risque. C'est ce qui guide notre action au quotidien. Alors c'est quoi les risques finalement de dépister? Parce que finalement on est là pour rendre service, on va mettre en évidence de l'hypertension artérielle, de la fibrillation atriale, mais vous savez c'est le fameux incidentalome, la chose à laquelle on ne s'attendait pas et comment on va la prendre en charge. Est-ce qu'on ne va pas inquiéter de manière inutile nos patients? Et parfois on va chercher à dépister par exemple la fibrillation atriale, mais on va trouver autre chose, un problème d'extrasystolie ventriculaire. On va avoir des faux positifs, on va avoir des gens chez lesquels ça va générer une anxiété importante. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix adaptés en fonction des profils. Et vous allez voir qu'on va parler beaucoup de profils ce matin de nos patients. Alors, je vous propose effectivement d'être un petit peu des policiers de l'hypertension artérielle, de la fibrillation atriale, ou plutôt des profilers, comme on le dit dans les séries américaines, pour aller vraiment vers les patients qui vont avoir le bénéfice le plus important de ce dépistage. La première étape, elle est simple, et on voyait ce monsieur qui avait cette petite chute de la commissure labiale. Ce qui change de manière drastique le pronostic, c'est les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux. Et donc ça, c'est relativement simple, mais forcément, on ne va pas du tout avoir la même attitude par rapport à cette population. Donc c'est la première chose à rechercher. La deuxième étape, et ça me paraît vraiment évident et c'est ce qu'on fait tous les jours, en fonction de l'âge, on va aussi avoir une attitude différente. Est-ce qu'on a moins de 65 ans et vous allez retrouver un certain nombre d'items que vous connaissez bien et que vous utilisez notamment dans le cadre du score CHA2DS2VASc, qu'on a moins de 65 ans? Est-ce qu'on a entre 65 et 74? Est-ce qu'on a plus de 75 ans? Et bien entendu, tout ça s'appuie sur des données épidémiologiques et des données d'études assez nombreuses publiées. Donc, deuxième étape, l'âge. Troisième étape, on va fonctionner de manière algorithmique. On va rechercher des comorbidités. Et une comorbidité qui m'est chère avec notamment Benoît et peut-être certains d'entre vous qui font du dépistage de l'apnée du sommeil, il y a un lien important évidemment entre les troubles respiratoires du sommeil
ou tout simplement les maladies du sommeil, les gens qui font aussi de l'insomnie, c'est quelque chose qui va avoir un impact fort au niveau cardiovasculaire. Et d'autres comorbidités classiques que vous connaissez tous, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'obésité qui est aussi une pandémie, on a parlé des grands obèses, les patients coronariens, la maladie rénale chronique et les patients avec une bronchite chronique obstructive. Donc troisième étape, recherche des comorbidités. Et la dernière étape, vous avez le choix et c'est vous qui allez décider. Vous pouvez décider de ne pas dépister. C'est notre rôle de médecin. Ce n'est pas toujours utile. Ou vous allez choisir donc entre ces deux modalités de dépistage opportuniste ou systématique qu'on va définir. Alors le dépistage opportuniste, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, vous avez l'opportunité, à l'occasion d'une consultation, de voir si le patient a de la fibrillation atriale, a de l'hypertension artérielle. Ça n'est pas une démarche proactive. Et quelle est la cible? Ce sont les patients entre 65 ans et 74 ans sans comorbidité. Typiquement, le patient vient dans un cabinet, par exemple, de médecine générale. Il est dans la cible, il vient parce que, je ne sais pas, il a mal au pied. Et on fait de manière opportuniste un dépistage. Il n'était pas venu spécialement pour ça. Et on va s'apercevoir qu'il y a une pathologie rythmique. Toujours dans le dépistage opportuniste, les patients qui ont moins de 65 ans et avec au moins une comorbidité. Et puis, vous aviez donc le deuxième type de dépistage, le dépistage systématique, proactif. Et là, vous allez retrouver évidemment le patient qui a fait l'accident vasculaire cérébral, quel que soit l'âge, ça paraît parfaitement logique. Le patient de plus de 75 ans, et là on peut déjà un peu plus discuter. Et le patient entre 65 et 74 ans, avec les comorbidités que je vous ai citées tout à l'heure. Là, vous retrouvez donc l'arbre algorithmique de ce que je viens de vous présenter dans cette publication de 2022. Alors, une fois qu'on a dit ça, il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir le dispositif médical pour faire votre dépistage. Et donc, comment faire le bon choix? Alors, je vous propose un algorithme qui est personnel. Première étape, c'est l'évaluation. Si vous avez un électrocardiogramme, 12 dérivations qui est disponible. Ça reste le gold standard. Donc ça, c'est les recommandations de l'ESC. Et vous allez vous adapter en fonction de la fréquence des symptômes. Est-ce que si, par exemple, votre patient, donc déjà, il faut qu'il soit symptomatique, mais pas forcément. Est-ce qu'il a des symptômes tous les jours, une fois par mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Ça ne va pas être le même type de dispositif que vous allez utiliser. On va parler de dispositifs numériques connectés, certains avec des systèmes d'aide à la décision, etc. On a des patients qui sont plus ou moins à l'aise avec l'outil numérique, même avec l'utilisation du téléphone. Sur les populations âgées, ça va être compliqué parfois de télécharger des applications. Et donc, vous allez vous adapter en fonction du patient, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, voilà l'algorithme toujours de ce papier d'Europace. Et c'est bien de dépister, c'est bien d'avoir un outil pour faire le dépistage, mais ça ne suffit pas. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le parcours de soins du patient. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'évolution de la démographie médicale qui est de plus en plus tendue face à l'augmentation de ces pathologies. Il va falloir s'organiser derrière pour collecter ces informations et prendre en charge les patients. Et c'est là qu'arrive effectivement cette révolution qui est l'intelligence artificielle, qui va être un outil pour nous, pour mieux nous organiser et traiter ce flux de données, à la fois pour nous proposer des suggestions diagnostiques qu'on va valider ou qu'on va infirmer, et puis également en termes d'organisation et de prise en charge. Et on va fonctionner en réseau, on en a parlé, on va fonctionner en équipe, et ça, c'est un élément extrêmement important pour qu'on ne soit pas débordé. Alors, on le disait, pour les devices, vous avez le choix. Vous avez des systèmes, on en parlera un petit peu plus tard, de patch. Vous avez des systèmes avec l'enregistrement de bandes rythmiques sur 30 secondes avec, par exemple, les montres. Vous avez même maintenant des systèmes sans contact. Et là, vous retrouvez donc toujours sur ce papier de l'ESC qui reprend les différentes possibilités. Et je vous montre ce travail également de mon ami Olivier Piot au Centre cardiologique du Nord, qui s'est intéressé donc à la population
qui fait des accidents vasculaires cérébraux et aux différents dispositifs qu'on peut utiliser, y compris les dispositifs d'enregistrement implantables qui permettent de détecter la fibrillation atriale. Donc vous voyez, on a un choix qui est large et il va falloir faire un choix. Alors, on a des éléments pour nous aider, des choses relativement classiques. Vous connaissez les courbes ROC, sensibilité, spécificité. Est-ce que ces dispositifs qui sont aujourd'hui mis à notre disposition sont sensibles, sont spécifiques? Et vous voyez que oui, ça marche bien et que globalement, ce qui semble emporter la bataille, c'est les dispositifs qui vont permettre d'une manière ou d'une autre d'enregistrer une bande rythmique qui fasse au moins 30 secondes. Alors comment choisir? Il y a des éléments techniques. On a parlé longuement sur la pression artérielle, des éléments de marquage. Roland vous a expliqué que le marquage, c'est qu'on ne s'électrocute pas, mais c'est quand même le minimum. Il y a des éléments de fréquence d'échantillonnage. Et quand on regarde, c'est une publication du JAMA de l'an dernier, les appareils que les patients achètent sur Internet, pour 80%, c'est des appareils qui ne sont pas validés. Donc, le minimum, c'est d'avoir des appareils validés et qui respectent les prérequis techniques. La donnée, dans le monde d'aujourd'hui, c'est également quelque chose de fondamental. Où est-ce que la donnée est stockée? Comment elle est traitée? Est-ce que les éléments de confidentialité sont respectés? Est-ce que vous, praticiens, vous avez accès à cette donnée? C'est absolument fondamental. Est-ce que le device qu'on vous propose, il a été évalué ou pas? Est-ce qu'il y a eu des études cliniques randomisées, publiées dans des bonnes revues? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Ce n'est pas simplement le marquage, c'est de l'évaluation clinique. Et ça, c'est également un critère fondamental. Quel est le rapport coût-efficacité du dispositif que vous allez utiliser? Et puis, on en a parlé, à la fois nous, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, il faut qu'on se forme pour proposer les bons dispositifs à nos patients. Et on a également un rôle d'information auprès de nos correspondants et également auprès de nos patients dans ce choix des dispositifs. Le premier critère, pour moi, c'est la facilité d'utilisation et de mise en œuvre. Parce que si c'est compliqué, ça ne sera juste pas mis en œuvre. Donc, c'est ça que je vous propose de mettre en numéro 1. Mais, et c'est un gros mais, cela ne dispense absolument pas du respect des autres critères. Et l'on a malheureusement, parfois, un certain nombre de fabricants qui se dispensent des autres critères. Et ça, justement, c'est là où on a un rôle d'acculturation auprès de nos patients. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en matière de santé. Et il faut absolument que les dispositifs que l'on utilise et les bons marquages aient été validés. Alors maintenant, une petite réflexion sur l'avenir. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs dispositifs. C'est juste pour vous faire rêver un peu. Là, c'est une publication de mai 2023. Il vient d'y avoir, là, il y a quelques jours, une nouvelle publication dans Nature Biotechnologie. C'est les systèmes de patch. Donc, et c'est en fait, c'est un patch qui est un Holter électro-échocardiographique. Je ne vous ai pas mis la vidéo ce matin. Bien sûr, on est sur de l'expérimental, hein, ce n'est pas disponible aujourd'hui, mais ça vous permet de monitorer en continu des paramètres d'échographie, des paramètres artériels, des paramètres de pression artérielle, de fréquence cardiaque, même de pression artérielle centrale, dont on sait l'impact sur les organes cibles. Et c'est peut-être une technique d'avenir. En tout cas, nos collègues des États-Unis, en particulier de la côte ouest, sont très actifs sur ce domaine. Et c'est des publications dans des revues à impact factor élevé. Et donc, je pense que c'est des éléments à suivre. Mais plus près de nous, on va parler du dispositif Omron Complete. Et je vous montre ce travail intéressant qui a comparé par exemple, chez des patients à qui on faisait une radiofréquence de fibrillation atriale, l'utilisation du Omron Complete avec une mesure répétée en dehors de la période de blanking qui est de 3 mois post-ablation. On a comparé la mesure régulière avec le dispositif Complete qui permet de mesurer pression artérielle et de détecter la fibrillation atriale tous les jours contre l'utilisation du Holter. Et vous voyez les cours, les choses sont relativement simples. La rentabilité est très améliorée par ce dispositif. On retrouve 2 fois plus d'épisodes de fibrillation atriale liés à la multiplication des mesures.
Alors, on en parlait, ce qui est vraiment important quand on va conseiller utiliser les dispositifs, c'est d'avoir des dispositifs validés avec de bonnes sensibilités, des bonnes spécificités, ce qui est le cas du dispositif dont on va parler ce matin et dont on va tester les modalités pratiques tout à l'heure en fin de séance. Et puis, avec ma casquette numérique, et j'en profite pour saluer mon président de la commission numérique du syndicat des cardiologues, je ne peux pas terminer sans vous parler de notre maître à tous, le maître du numérique Steve Jobs, visionnaire, qui nous disait que la plus grande innovation du XXIe siècle était à l'intersection de la biologie et de la technologie, et je pense qu'on y est. Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Benoît Lequeux. Alors je suis à la fois cardiologue hospitalier et libéral. Sur ma partie hospitalière, donc je m'occupe d'unité de prévention qui est une blood pressure clinique qui s'occupe donc des hypertensions complexes. Alors je vais faire, on m'a dit des cas cliniques, en fait je vais vous faire un cas clinique, mais qui va partir un petit peu dans tous les sens, donc finalement ça sera des cas cliniques en effet. Alors juste une petite remarque sur l'électronisme, moi je veux quand même être optimiste, et vis-à-vis de mon poste, l'électronisme c'est un problème générationnel je pense. On en parle beaucoup actuellement, vous savez, mais j'invite tous les soixantenaires actuellement, en tout cas, et j'espère qu'ils resteront avec leur téléphone portable dans les années qui viennent. Donc c'est vrai qu'on a une tranche de population qui est un petit peu exclue pour l'instant. Et je suis quand même assez optimiste dans l'avenir pour pouvoir utiliser plus d'objets connectés et plus d'outils numériques dans les 10-15 ans. Donc voilà. Donc c'est un problème actuel, mais je pense dans le futur, on aura moins cette problématique. Alors, pour le cas clinique, je vous présente donc monsieur P, 65 ans, qui consulte pour des palpitations invalidantes au repos et à la marche depuis 3 mois. Donc, il ne nous a pas consulté depuis 1 an, mais c'est un patient qui a une hypertension artérielle connue depuis 1 an, traité par perindopril et amlodipine, donc 5,5. Il a un pacemaker double chambre qui a été implanté il y a 6 ans sur une syncope pour BAV complet. Il a un diabète de type 2 à côté, pèse 68 kg pour 1,75 m. Et il fait de l'automesure avec une nouvelle montre, donc, sur laquelle il a une pression artérielle qui est à 120/80. L'examen clinique, donc, il a des bruits du cœur qui sont irréguliers, pression clinique qui est à 153/92. Biologie 3,6, clairance 78, NFS normal. Donc, le patient vous fait une démonstration, mais quelque chose ne va pas. Donc ça, c'est la vraie vie, hein, c'est un de mes patients. Donc je vais essayer de démarrer. Donc là, le patient, pour la petite histoire, en fait, donc il me prend sa pression artérielle sur lui. Donc, et j'ai un doute quand même sur la mesure de la pression artérielle. Je lui dis, bah tiens, on va déclencher la montre en étant sur la table. Et il me dit, bah, allez-y, déclenchez-la. Donc, il n'y a pas de capteur sur lui, vous voyez, il n'y a rien qui est connecté, etc. Et puis là, je regarde la pression artérielle sur sa montre. Et là, mon étonnement, la montre donne la pression artérielle toute seule. Elle est bien à plat. Alors, c'est le gros problème de ces montres et de ce qu'on appelle, donc en effet, les cuffless. Vous savez que pour l'instant, les gens peuvent acheter ça n'importe comment. Il n'y a pas de remboursement. On achète ça sur Amazon. Ça, c'est en l'occurrence une montre qui venait d'Amazon. Alors, pour vous situer un petit peu ce qui se passe dans le monde actuellement, on ne parle pas du tout de remboursement, là on parle vraiment de bracelets connectés. C'est vraiment un business qui est énorme. Vous voyez qu'actuellement, enfin ça c'est les chiffres en 2023, 41 milliards d'euros. Donc c'est un énorme business. Et sur les pronostics d'évolution de marché en termes de volumétrie de vente, vous voyez qu'en 2023 on était à 134 millions d'appareils vendus. 2028, les projections dans 5 ans, 456 millions. C'est-à-dire que les gens vont acheter, très clairement, dans votre dos, très probablement, mais ils vont acheter ces dispositifs et ils arrivent de plus en plus avec ces dispositifs. Alors la question qu'on peut se poser, donc ça c'est des diapositives que j'ai empruntées à Grégoire Wessner qui a beaucoup travaillé sur ces outils connectés avec certaines montres. Et quand on demande aux patients, voilà, si on vous propose de faire de l'automesure régulièrement, ou d'utiliser un appareil type cuffless, quel que soit le type de cuffless, et vous voyez que pour l'utilisation des bracelets connectés, vous avez 93% des patients qui vont dire moi je préfère utiliser ce type d'appareil versus, vous voyez, pas de préférence, donc 6,7%. Donc ça c'est juste pour l'automesure. Quand on regarde pour la MAPA, donc la MAPA forcément on le demande, est-ce que vous préférez, si on vous fait un holter tensionnel versus l'utilisation de cuffless, regardez ce qui se passe. Forcément, quand on fait une MAPA, c'est très inconfortable. Là, on l'a juste sur la droite. Et puis le cuffless, c'est facile. C'est sur soi en permanence. Ça fait pas mal, ça ne gonfle pas. Finalement, c'est pour les patients plus intéressant sur le plan du quotidien parce qu'en fait, c'est moins pénible. Et vous voyez que quand on regarde, est-ce que vous seriez capable de faire des mesures répétées par MAPA
je sais pas si je vous invite à regarder sur votre profil de vos patients, quand vous faites une MAPA, vous en faites 2, vous en faites rarement 3, parce que le patient en a ras-le-bol, il vous envoie ça. Ben, ça se retrouve en pratique, très clairement, les patients me disent, bah, moi je préfère très clairement utiliser un cuff set versus MAPA. Le problème, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on pourra en tout cas en débattre sur la discussion. Pour l'instant, ces dispositifs-là ne sont pas validés et on ne peut pas les utiliser en pratique clinique pour la mesure de pression artérielle. Alors, je ne parle pas du dispositif acheté sur Amazon ou tout autre site pour ne pas avoir de problème avec certains sites, mais en tout cas, il y a des dispositifs qui ont commencé à faire de la recherche très clairement, mais vous avez plein de choses qui sont vendues dans le commerce et qui sont inutilisables. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est des niveaux d'experts, mais en tout cas, on ne doit pas les utiliser et on ne doit pas le proposer à nos patients. Donc finalement, ce patient-là qui arrive dans votre dos, qui a acheté cet appareil, en tout cas, bah, il ne faut pas l'utiliser pour l'instant, il faut utiliser les objets classiques. Alors, on continue sur le cas clinique. Donc vous lui faites un électrocardiogramme, il est en rythme sinusal, donc vous aviez des palpitations au moment où vous faites l'électrocardiogramme, il est en rythme sinusal. On fait une échographie cardiaque qui retrouve pas de grosses choses particulières. Et donc, bah, il a un pacemaker, ce patient. Donc, profitons de ce qui se passe dans le pacemaker. Et ce pacemaker, bah, il enregistre 3 épisodes de fibrillation auriculaire qui durent 1 à 3 heures chacune, survenus dans le mois. Et bah, est-ce que je démarre une anticoagulation? C'est vrai que vous m'avez lancé les perches tout à l'heure. Est-ce qu'en pratique... Alors on va lever la main. Qui anticoagule le patient? Ah ouais. Et la majorité. Et qui n'anticoagule pas? Alors, pardon, oui. Il a quel âge? Je reprends un peu le cas. 65 ans, hypertendu, diabétique. OK. Donc, vous avez utilisé ce qui se passe dans les mémoires du pacemaker. On est d'accord? Vous avez fait votre électrocardiogramme qui est en rythme sinusal. Donc, en effet, si je vais parvenir, vous connaissez tous, bien sûr, les critères Schatzvask et également toujours un contrebalancé, en tout cas intégrer le HAS-BLED, qui est votre score hémorragique. Mais bon, vous pourriez vous dire, j'ai dépisté cette fibrillation auriculaire, on a un enregistrement. Là, on sort, on est juste à la limite, à la frontière, en effet, du patient symptomatique ou asymptomatique, sachant que quand vous faites l'électrocardiogramme, vous n'avez pas enregistré sur cette période, en tout cas, de fibrillation auriculaire. Alors, c'est comme pour vous rappeler les recommandations en vigueur sur l'utilisation des dispositifs type ICD, Holter implantable, pacemaker, défibrillateurs, ce que vous voulez en tout cas. Vous voyez, ce qui se passe quand même, c'est l'ECG reste maître dessus. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'électrocardiogramme, après, vous allez voir, il y a une justification par rapport aux études derrière, mais si vous faites l'électrocardiogramme, ce qui a été le cas de notre patient, on a fait un électrocardiogramme pour essayer d'enregistrer. Alors, ne bombardez pas le patient est en fibrillation, c'est la recommandation actuellement, c'est on fait un électro. Si cet électrocardiogramme monte une fibrillation auriculaire, donc un électrocardiogramme sur 12 dérivations, classiquement, avec un ECG qui retrouve, vous voyez, au moins 30 secondes de fibrillation auriculaire. Là, vous avez donc une fibrillation dite clinique et vous managez votre fibrillation auriculaire par les critères, vous connaissez, Schatzvask, etc. Si par contre, sur votre électro que vous enregistrez, et c'est toute la limite, en effet, je suis d'accord avec vous, d'enregistrer l'électro au bon moment, etc. Il peut sortir du cabinet, vous refaites un électro, il est en fibrillation auriculaire. Mais si vous n'avez pas de fibrillation auriculaire sur votre électrocardiogramme, vous êtes sur une fibrillation auriculaire qui est subclinique. Et là, bah, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair. Pourquoi? Parce que ces études, en fait, ces recommandations sont sorties avant les 2 études que je vais vous montrer juste après. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça de dire bah, tel temps, 6 minutes, 23 heures, plus de 23 heures, etc. Pas de fibrillation auriculaire. Vous voyez qu'il y a quand même une sorte de gradation en fonction de vos critères Schatzvask, vous voyez, qui montent progressivement. Je ne sais pas si on voit un point rouge, enfin, en vertical. Et en horizontal, vous voyez que c'est le temps. Et bah, vous pouvez très bien avoir un patient qui est en Schatzvask à 0 avec de la fibrillation auriculaire qui est supérieure à 23 heures. Et vous voyez que son risque d'AVC, en fait, il est faible, de 0,86%. Et à contrario, vous avez un patient qui est en Schatzvask supérieur ou égal à 5, qui ne fait pas de fibrillation auriculaire et qui va avoir un risque embolique à 1,79%. Donc, c'est quand même très compliqué, en effet. Là, le patient faisait, vous voyez, entre 1 à 3 heures. Donc, on était sur la case du milieu. Bon, il avait un Schatzvask qui était à 3 ou 4 donc chez ce patient. Donc, il était plutôt sur le rouge.
Mais finalement, quand on regarde les recommandations actuellement, on n'a pas d'enregistrement électrocardiographique à l'instant T. Donc finalement, normalement, on ne peut pas le mettre. Il y a l'argumentaire des 2 études que je vais vous montrer juste après. Donc finalement, ce n'est pas si simple que ça de dire, voilà, je dépasse 6 heures ou je suis super à 24 heures, il faut intégrer le score SHATS-VASc, mais ça ne suffit pas. Et finalement, il y a 2 études en fait, qui sont venues un petit peu renforcer en fait, cette problématique, qui sont NoAFNet et Artesia, qui ont fait l'objet en fait, d'une publication, enfin d'une méta-analyse dans Circulation tout récemment. Donc c'était quoi ces études? Vous voyez que c'était des belles études avec 2000 patients pour AFNet et 4000 patients pour Artesia. Et en fait, donc c'était de répondre à la question, finalement, est-ce que le fait d'anticoaguler ces patients-là chez qui on dépiste de la fibrillation auriculaire subclinique, donc anticoagulant versus, vous voyez, donc là il y avait un groupe versus, c'était NoAFNet, c'était aspirine ou placebo. Artesia, c'était apixaban versus aspirine. Et donc, c'était des profils de patients avec des SHATS-VASc, vous voyez, à 4. Donc, c'était le profil de notre patient, en l'occurrence, dans le cas clinique. Donc, il y avait de l'hypertension artérielle, des patients diabétiques. Donc, on a enregistré des devices type pacemaker. Donc, là, c'était le cas de notre patient, mais on avait aussi des ICD, on avait des défibrillateurs, bref. Et on regardait un petit peu, donc, par rapport à la moyenne de durée de fibrillation auriculaire, vous voyez que la moyenne dépistée, je suis désolé, je suis un petit peu loin pour moi, c'était 2,8 heures avec un écart type entre 0,8 et 9 heures pour NoAFNet et 1,5 heures avec un écart type entre 0,2 et 5 pour Artesia. Et bien finalement, ces 2 études, alors quand on regarde le risque, la diminution de risque d'AVC, oui, on fait mieux. Par contre, quand on regarde la mortalité cardiovasculaire, on est ISO. Quand on regarde la mortalité toute cause, on est ISO. Quand on regarde le risque hémorragique, forcément, on va anticoaguler les gens, on va augmenter leur risque hémorragique. Vous voyez tout en haut à droite. En termes d'hémorragie fatale, par contre, on est ISO. Et donc, en termes de mortalité toute cause ou d'AVC hémorragique, le global, ça va en défaveur l'utilisation des anticoagulants. Donc, finalement, ce n'est pas si simple que ça chez ce patient-là, parce que malheureusement, l'électro n'étant pas, ou n'ayant pas montré en tout cas une fibrillation auriculaire, vous voyez que ce patient-là, alors ce que je vous ai montré là sur la recommandation, c'était avant ces deux études. Et ces 2 études sont venues finalement renforcer en fait ce phénomène. Et donc, vous avez répondu majoritairement oui, j'anticoagule, mais en fait, il ne faudrait pas l'anticoaguler en pratique. En effet, pour l'estimation du risque, en effet, on a un follow-up, vous voyez, dans NoAFNet qui est à 1,8. En fait, le problème de ces études, c'est qu'elles font quand même mal, justement, pour répondre aux questions, parce que je vois mal les recommandations évoluer avec 2 essais randomisés qui vont dire anticoaguler les gens, on va être coincé. Donc malheureusement, ça va plutôt aller dans le mauvais sens, même s'il y a des critiques sur les études. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu coincé. Mais votre patient, on fait l'électrocardiogramme quelques mois plus tard, et là, on a un électrocardiogramme. Alors on a de la chance, il n'a pas fait d'accident vasculaire dans l'intervalle. Donc le patient vous demande quels sont les risques finalement cardiovasculaires liés à cette arythmie. Est-ce que j'ai un risque d'AVC? Est-ce que j'ai un risque d'infarctus? Est-ce que j'ai un risque d'insuffisance cardiaque? Est-ce que j'ai un risque d'insuffisance rénale? Est-ce que j'ai un risque de maladie d'Alzheimer? Oui, en effet, la réponse, voilà. Donc la réponse, c'est quasiment, c'est tout, en effet. Donc on va augmenter de façon significative le risque de mortalité, d'AVC, le risque de dysfonction ventriculaire gauche et d'insuffisance cardiaque à fonction EG préservée, le risque cognitif, le risque de dépression. Il y a une qualité de vie qui va être largement diminuée et on augmente le risque d'hospitalisation. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, non seulement comme vous l'a montré Thierry, en termes de prévalence de cette fibrillation, mais en termes de conséquences des complications de cette fibrillation auriculaire. Vous posez la question d'un bilan étiologique complémentaire. Quel examen complémentaire allez-vous réaliser? Donc est-ce que vous faites un Holter ECG, une échographie d'effort, un bilan hormonal poussé? Qui fait un Holter ECG? En effet, faire un Holter ECG alors que vous avez une confirmation et que vous avez votre pacemaker. Alors, vous pourrez toujours vous dire sur le Holter ECG, regardez les gammes de fréquences, vous les avez avec un pacemaker. Donc là, on est d'accord, Holter ECG, aucun intérêt. Échographie d'effort. Donc là, on est sur le dépistage de... Alors, ouais, voilà, exactement. Donc là, il faut quand même se poser la question, donc bilan étiologique. Il va falloir quand même savoir pourquoi il fait cette fibrillation auriculaire. Là, je vous mets échographie d'effort. On est libre de faire le test que vous voulez, de dépistage que vous voulez, scintigraphie d'effort, etc.
Test d'effort avec le pacemaker, bien sûr, aucun intérêt. Donc là, je propose échographie des formes. On aurait pu faire toute autre chose, en effet. Qui fait un bilan un petit peu plus poussé, hormonal chez ce patient. Donc, qui fait de la fibrillation auriculaire, une hypertension artérielle. Donc, il est à 3,6, sous traitement. Donc, je vais rentrer, ça c'est ma casquette d'hypertensiologue et en effet, pour quand même vous rappeler le lien entre l'hyperaldostéronisme primaire et les complications propres liées à cet hyperaldostéronisme primaire, c'est-à-dire indépendamment de toute autre pathologie. Vous voyez que l'HAP en soi, donc l'hyperaldostéronisme, augmente le risque d'AVC, augmente le risque coronarien, augmente le risque de fibrillation atriale. Donc là, vous voyez, on est sur un facteur à 3,52, augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Donc indépendamment du niveau de pression, etc. C'est-à-dire que l'hyperaldostéronisme primaire en soi, s'il n'est pas corrigé, va entraîner ce genre de complications. Donc, il va falloir, chez ce patient-là, en effet, aller le dépister. Comment modifiez-vous le traitement avant les explorations? Il est sous ça. Donc, en effet, pour vous rappeler un petit peu comment vos médicaments en fait, modifient en fait, la rénine et l'aldostérone. Alors, bien sûr, pour faire un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, même s'il y a une approche anglaise un petit peu récente sur le fait de faire des bilans sous traitement, mais en tout cas, le classique, on arrête en tout cas les bloqueurs du système rénine-angiotensin pour dépister ce qui se passe sur la rénine et l'aldostérone. Par contre, si vous voulez savoir, parce que le problème, vous savez, dans l'hypertension artérielle, c'est l'observance. Donc, on a un problème avec l'observance de nos patients. Il y a 40% des patients qui ne prennent pas leur traitement. Donc, c'est vraiment un problème majeur. Si vous voulez savoir si votre patient prend bien son traitement, vous pouvez toujours faire une rénine sous IEC. Si vous avez une rénine qui ne bouge pas, en tout cas, vous êtes sûr que votre patient ne prend pas son traitement. Donc, tout simplement. Donc, si vous voulez connaître l'observance de votre patient, indépendamment de savoir si vous voulez faire un bilan poussé, vous faites une rénine sous traitement IEC, votre rénine doit être fortement augmentée. Donc là, chez ce patient-là, en effet, on va arrêter le traitement IEC 2 semaines minimum avant. On va s'assurer qu'on est dans les conditions normées de prélèvement, normocalémie, ce qu'on fait en fait dans un bilan d'hypertension artérielle, ce que vous faites sur Bordeaux en tout cas quand vous adressez au centre d'excellence à Bordeaux. Donc le bilan retrouve une aldostérone à 240 picogrammes par ml, une rénine à 4,4, un rapport qui a 54. Que faites-vous? Qu'en pensez-vous? Alors c'est un peu technique, mais qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Alors, si on se fie par rapport, donc là, c'est vraiment, on est dans l'ultra spécialisé, mais c'est pour montrer comment on raisonne nous, sur ce genre de cas clinique. Alors ça, c'est un petit rappel, en effet, pour vous rappeler que la prévalence de l'hypocalémie chez les patients qui ont un hyperaldostéronisme, vous voyez que c'est 57% des patients qui ont une hypocalémie, donc ce n'est pas la majorité des patients. Et quand on regarde dans l'autre sens, la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire chez les gens qui ont une hypocalémie, vous voyez qu'on est à 28,1%. Et il y a vraiment une gradation. Il reste une gradation, en fait, une gradation, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une hypocalémie, et plus vous allez avoir cette prévalence qui va augmenter. Vous voyez, chez ce patient-là, qui était sous traitement, on était à 3,6, donc on était sur une prévalence qui est estimée à 15%. Là, chez ce patient-là, on va avoir confirmé l'hyperaldostéronisme primaire. Ouais, non, il était ici, en fait, parce qu'il a un rare qui est ici. Donc, HAP, il était aldo supérieur à 200, avec un rare seuil qui était supérieur au seuil. Donc, HAP confirmé. Donc, lui, en fait, avait un hyperaldostéronisme primaire, donc avec une prise en charge spécifique, donc à discuter, donc avec un cathéter SV2. Donc, je n'ai pas assez le temps pour vous développer pour les questions. Alors, le patient demande si l'arythmie pose un problème pour la poursuite de son automesure. Est-ce que vous utilisez toujours l'automesure chez ce patient qui fait de la fibrillation auriculaire? Est-ce que vous avez le droit de l'utiliser? Donc, on est en recommandation 1B. Donc, oui, alors ça modifie très peu la systolique, comme on vous a dit, et il y a une petite variation overestimating sur la diastolique, donc, en 2B, excusez-moi. Donc, vous pouvez l'utiliser en effet. Dernièrement, pour finir, le patient demande si la découverte de la fibrillation auriculaire va changer son traitement médicamenteux antihypertenseur. Vous avez la fibrillation auriculaire, vous avez en fait donc son hypertension artérielle. Donc il y a des recommandations en fait qui sont très claires, hein, c'est le SH 2023, donc qui vont prendre en compte essentiellement la fréquence cardiaque. Et vous savez que dans les recommandations de l'ESH, il y a eu une réintroduction et une réapparition des bêta-bloquants, et des bêta-bloquants notamment dans des cas de figure où on doit l'utiliser dans des indications bien particulières, la fibrillation auriculaire en étant une, l'insuffisance cardiaque en étant une. Donc chez ce patient, en effet, on va, vous voyez, privilégier en fait l'utilisation
d'un bêta-bloquant si la fréquence cardiaque est supérieure à 80. Si on est en dessous de 80, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser un bêta-bloquant. On est sur du conventionnel à droite avec un bloqueur du SRA, un inhibiteur calcique d'hydropyéline ou un diurétique thiazidique de votre choix. Puis après, vous avez une escalade thérapeutique. Donc là, je n'ai pas parlé en effet du traitement spécifique de l'hyperaldostéronisme primaire qui peut aller soit de la chirurgie si on a prouvé la latérisation ou l'utilisation d'un anti-aldostérone